Lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune pour la première fois en 1969, ce fut un moment qui a défini une génération. En 50 ans, nous avons envoyé des robots sur Mars, des sondes aux confins du système solaire et des télescopes explorant les origines de l'univers. Et pourtant, en ce qui concerne la distance à laquelle nous avons réellement envoyé un être humain, il n'y a eu aucun progrès. Mais cela est sur le point de changer. Artemis 2 transportera 4 astronautes dans un voyage autour de la Lune et lorsqu'ils y arriveront, ils seront plus loin de la Terre que n'importe quelle personne ne l'a jamais été. C'est le début d'un nouveau grand bond que notre génération va pouvoir observer et le premier petit pas de cet équipage sera d'avancer vers la résolution à un nouveau problème que la NASA n'a jamais eu à résoudre auparavant. Revenir sur la Lune ne consiste pas seulement à construire une fusée et à l'orienter dans la bonne direction. Le plan, cette fois, est de rester, de construire une présence humaine permanente dans l'espace lointain. Pour faire cela en toute sécurité, il faut savoir exactement comment votre vaisseau spatial se comporte avec des êtres humains à l'intérieur. C'est ce qu'est Artemis 2, un test habité de la fusée la plus puissante jamais lancée, avec 4 personnes à bord qui découvriront si elle est vraiment prête. Voici qui ils sont, ce qu'ils vont faire et pourquoi cette mission est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. La mission sera dirigée par le commandant Reed Wiseman. Il a passé 27 ans comme pilote de chasse dans la marine américaine avant de rejoindre les rangs des astronautes de la NASA en 2009. Il s'est rendu pour la première fois à l'ISS en 2014 à bord d'une fusée russe Soyouz et il est ensuite devenu chef du bureau des astronautes de la NASA en 2020. Victor Glover pilotera le vaisseau spatial. Ancien aviateur de la marine américaine, il a été déployé lors de l'opération Liberté irakienne. Il a effectué son premier voyage en orbite terrestre en 2020 à bord d'une capsule Dragon de SpaceX. Christina Koch est spécialiste de mission. Elle a une formation d'ingénieure électricienne, d'exploratrice en Antarctique et de pompier avant de rejoindre la NASA en 2008. Elle détient le record du plus long vol spatial en une seule mission pour une astronaute, avec 8 jours consécutifs passés dans l'espace. Jeremy Hansen est un autre spécialiste de mission, également un pilote de chasse vétéran. Jeremy Hansen n'est jamais allé dans l'espace, mais il a été aquanaute, effectuant de longues plongées sous-marines. Il est aussi le premier Canadien à voler jusqu'à la Lune. Ces 4 personnes passeront 10 jours dans l'espace lors d'un vol qui les emmènera autour de la Lune et pourrait les amener à plus de 400 000 km de la Terre. Cela les emmènera plus loin de la Terre qu'aucun être humain auparavant. Depuis cet endroit, la Terre apparaîtra comme un petit globe lointain derrière l'horizon lunaire. Une vue qui a été capturée pour la première fois par l'équipage de la mission Apollo 8 en 1968. Ceci est une photographie qui est devenue connue sous le nom de levée de Terre. C'est la première image nette jamais prise de la Terre et de la Lune ensemble. Avant cela, les gens n'avaient vu que des images floues et de mauvaise qualité de l'espace prises par des sondes mécaniques froides. C'était une scène vue par un œil humain et immortalisée sur pellicule couleur, et cela a changé le monde. Tout comme Artemis 2, Apollo 8 était le premier vol d'essai habité d'une toute nouvelle technologie de pointe. Et nous avons parcouru un long chemin depuis les années 60. Voici notre nouveau vaisseau spatial. Le modèle s'appelle Orion, mais cette capsule en particulier a été nommée Integrity par son équipage. Elle offre 60% de volume interne en plus que l'ancienne capsule Apollo, permettant ainsi d'accueillir 4 personnes au lieu de 3 lors des missions lunaires. Au-delà d'un simple siège supplémentaire, le nouveau design offre quelques luxes qui n'étaient pas disponibles auparavant. Le principal étant des toilettes spatiales. Depuis le début de l'ère spatiale, les ingénieurs sont obsédés par l'efficacité. Quand chaque gramme compte, on conçoit du matériel qui transporte plus tout en occupant moins d'espace. À l'époque d'Apollo, les astronautes les plus courageux de la NASA devaient uriner dans un tuyau et déféquer dans un sac plastique. Parfois, ils rataient, ce qui entraînait des choses désagréables flottant dans un espace très confiné. Orion dispose du nouveau système universel de gestion des déchets. Il utilise les mêmes toilettes que l'ISS, installées dans une paroi du vaisseau, derrière une petite porte pour l'intimité. Les astronautes amèneront aussi une salle de sport vers la Lune. Parce que ces missions Artemis sont conçues pour durer longtemps, l'équipage doit faire de l'exercice tous les jours afin de maintenir sa masse musculaire et sa densité osseuse dans l'environnement de microgravité.
Ainsi, la capsule est équipée de cette simple machine à ramer qui leur permet de faire un entraînement complet du corps. L'équipage mangera des sachets de nourriture déshydratée, réhydratée avec de l'eau. L'un des avantages d'un vol spatial de courte durée est qu'il n'est pas nécessaire de recycler l'eau à bord d'Artemis 2. Donc, contrairement aux astronautes de l'ISS, ils ne boiront pas leur propre urine. Les déchets humains des toilettes seront évacués directement dans l'espace. Et bien sûr, la partie la plus importante de la mission, l'équipage prendra des photos et des vidéos de la vue la plus spectaculaire alors qu'ils feront le tour de la Lune. Le vaisseau spatial Orion sera équipé d'appareils photo et d'objectifs Nikon de qualité professionnelle, ainsi que d'une collection de GoPro qui filmeront à l'intérieur de la capsule pour un documentaire Disney+. Et surtout, Artemis 2 sera la première mission de la NASA où les astronautes seront autorisés à emmener leurs iPhones avec eux dans l'espace. Mais avant que tout cela ne puisse arriver, il y a le jour du lancement. C'est à cela que la NASA a consacré la majeure partie de la dernière décennie. Ils ont déjà effectué le premier vol d'essai sans équipage avec Artemis 1 en novembre 2022. Mais maintenant, c'est enfin l'heure des choses sérieuses. La fusée et le vaisseau spatial sont sur la rampe de lancement pour les dernières vérifications. Ce que nous voyons, ce sont en fait deux véhicules distincts. Il y a le propulseur SLS et le vaisseau spatial Orion. Commençons par le SLS. C'est le lanceur le plus puissant jamais conçu pour le vol habité. Donc, lorsque notre équipage décollera, il y aura plus de poussée sous leur siège que n'importe quelle personne n'en ait jamais connu. L'essentiel de cette puissance vient de deux moteurs fusée à propergol solide fixés sur les côtés du corps principal. Si vous avez déjà fait voler une fusée miniature avec ce petit tube en carton rempli de propergol, c'est exactement le même concept, simplement en beaucoup plus grand. Chaque propulseur latéral a la hauteur d'un immeuble de 17 étages et est capable de produire 3,6 millions de livres de poussée. C'est plus de puissance que deux fusées Falcon 9 de SpaceX réunies. Ceux-ci ont également quelques décorations supplémentaires pour Artemis 2 avec un grand America 250 peint sur le côté du propulseur. C'est pour célébrer la fondation de la nation il y a 250 ans. C'est un hommage approprié à mettre sur cette fusée quand on considère que le SLS et Orion ont été construits par plus de 3200 fournisseurs et sous-traitants américains répartis dans tous les États des États-Unis. Au centre se trouve ce gigantesque réservoir de carburant orange qui sera rempli d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. Sur Terre, on va généralement trouver l'hydrogène et l'oxygène sous forme gazeuse. Donc pour les convertir à l'état liquide, il faut les refroidir énormément, en les amenant à une température cryogénique, en dessous de moins 100 degrés. Et la raison pour laquelle on fait cela, c'est parce qu'un liquide est beaucoup plus dense qu'un gaz. Ce qui veut dire qu'on va obtenir une réaction beaucoup plus puissante lorsqu'on l'enflamme. C'est à la base du réservoir de carburant que toute la combustion a lieu. Nous avons 4 moteurs fusées RS-25 qui combinent les deux propergols liquides et les enflamment pour créer encore plus de puissance au décollage. Maintenant, si tout cela vous semble familier, c'est probablement parce que c'est exactement la même approche que la NASA a utilisée avec son programme de navette spatiale. Réservoir orange, propulseurs latéraux et carburant hydrogène reprennent tous les principes de l'ancienne navette spatiale. En particulier, les moteurs RS-25, qui ont littéralement été récupérés sur des navettes spatiales retirées du service. La NASA a pris la sage décision de les conserver pour de futurs projets. Et maintenant, ils sont prêts à envoyer des gens dans l'espace à nouveau dans le cadre de la fusée SLS. À T0, les 4 moteurs à hydrogène s'allumeront d'abord et monteront en puissance. Ils n'ont pas assez de puissance seuls pour soulever la fusée, mais restent essentiels lors de l'ascension car, contrairement aux propulseurs latéraux, ils peuvent pivoter et orienter les tuyères dans différentes directions. C'est ainsi que la fusée se dirige dans l'atmosphère. Quand l'étage central fonctionne, le contrôle au sol allume alors les 2 propulseurs latéraux. Ceux-ci fournissent plus de 75% de la poussée totale de la fusée. Donc, une fois qu'ils sont allumés, les choses vont aller vraiment très vite. Ils vont aussi devenir vraiment très lumineux. Lorsque le premier SLS a été lancé lors d'Artemis 1, c'était la fusée la plus lumineuse de l'histoire. Elle a vraiment transformé la nuit en jour près du site de lancement. Maintenant, ici dans la coiffe, c'est là que notre équipage va traverser tout ça. Leur capsule Integrity est cachée derrière un couvercle blanc, donc ils ne pourront rien voir d'autre que leur panneau d'instruments. Au-dessus du couvercle se trouve la partie très pointue, c'est le système d'abandon de lancement de la capsule.
Voici comment cela fonctionne. À mi-hauteur de la pointe se trouvent 4 petits moteurs fusées. Si à n'importe quel moment, pendant le lancement, l'ordinateur de vol détecte un problème avec la performance du moteur ou la trajectoire du SLS, il va déclencher le système d'abandon de lancement. Ces 4 moteurs vont tirer la capsule loin du propulseur de la fusée, puis la capsule se séparera du système d'abandon et déploiera son parachute afin que tout le monde redescende en toute sécurité et atterrisse dans l'eau. C'est la principale raison pour laquelle Artemis 2 devrait être lancé en pleine nuit. Si pour une raison quelconque, l'équipage doit effectuer un abandon à haute altitude, alors la capsule pourrait finir par retomber quelque part à l'autre bout du monde. Et nous ne voulons pas que les équipes de secours essaient de les retrouver en pleine mer dans l'obscurité. Donc s'il fait nuit en Floride, ce sera le matin en Afrique. Et cela apporte un peu plus de tranquillité d'esprit si le pire devait arriver. Mais cela est très peu probable. Donc, en supposant que tout se passe bien, environ 2 minutes après le décollage, les propulseurs latéraux se sépareront du corps principal du SLS. C'est vraiment un spectacle impressionnant à voir. En retombant, chaque propulseur va laisser derrière lui une immense traînée d'étincelles provenant des braises incandescentes du propergol. À ce stade, la fusée est à environ 50 km au-dessus de la Terre, à mi-chemin de l'espace. Grâce à ses propulseurs latéraux, elle a franchi la zone la plus dense de l'atmosphère. Donc maintenant, le SLS peut continuer sa trajectoire grâce à ses 4 moteurs fonctionnant à l'hydrogène. Environ 1 minute plus tard, le système d'abandon de lancement va se séparer du nez de la fusée et notre équipage pourra enfin regarder par les fenêtres. Ne confondez pas cela avec un réel abandon de mission. À cette altitude, avec une atmosphère aussi mince, ce n'est plus nécessaire. La capsule peut toujours effectuer un retour d'urgence sur Terre, mais elle n'a pas besoin de ces moteurs supplémentaires dans la pointe pour le faire. L'étage principal du SLS va continuer à brûler jusqu'à 8 minutes et 30 secondes après le décollage, ce qui correspond à une altitude d'environ 50 km. À ce moment-là, les moteurs principaux s'arrêteront et le grand réservoir orange se séparera de l'étage supérieur de la fusée. Un moteur à hydrogène du 2e étage du SLS propulsera encore l'équipage jusqu'à l'insertion de leur vaisseau en orbite terrestre très élevée. Ensuite, le moteur du 2e étage se séparera 20 minutes après le début de la mission et il ne restera plus que le vaisseau spatial Orion. Il ne restera qu'une toute petite fraction de cette gigantesque fusée qui a décollé. Ensuite, l'équipage suivra une trajectoire ovale autour de la Terre. Nous appelons cela une orbite elliptique. Donc, à une extrémité, ils seront très haut au-dessus de la surface, à environ 70 000 km, ce qui est déjà plus loin de la Terre que quiconque ne s'en est éloigné depuis des décennies. Et puis, de l'autre côté de l'ovale, ils seront à une altitude relativement basse, de seulement 5 km. C'est intentionnel. Ils vont rester ici pendant quelques jours pour effectuer une vérification très approfondie des systèmes de la capsule Integrity et de son module de service attaché. C'est la section cylindrique courte du véhicule où se trouvent les moteurs principaux et les propulseurs de manœuvre. C'est aussi là que tout l'oxygène et l'eau de l'équipage sont stockés et les panneaux solaires fixés au module de service fournissent l'énergie pour toute la mission. Ils produisent assez d'électricité pour alimenter 2 foyers américains moyens. Nous devons d'abord confirmer que le système de survie fonctionne correctement. C'est la partie la plus importante. Ensuite, il y a la navigation et les commandes des propulseurs d'Orion. Vous vous rappelez peut-être l'incident de l'an dernier où 2 astronautes ont été entre guillemets bloqués dans l'espace. Ils effectuaient également le premier vol habité avec une nouvelle capsule appelée Boeing Starliner, et ils ont rencontré des problèmes assez graves avec les propulseurs de manœuvre du véhicule. Les problèmes étaient si graves que le Starliner a dû rentrer à vide pendant que son équipage attendait 6 mois de plus pour pouvoir prendre le prochain vol de retour vers la Terre. Nous ne voulons surtout pas voir ce genre de problème se reproduire lors d'un atterrissage sur la Lune. Donc l'équipage d'Orion va vérifier les performances de leur vaisseau en effectuant une manœuvre d'amarrage simulée. Donc la première chose qui se passe, c'est que le pilote automatique va faire pivoter le véhicule pour que le nez pointe dans la direction opposée. À partir de là, Victor Glover prendra le contrôle manuel du vaisseau spatial et commencera à diriger l'appareil vers l'étage supérieur éjecté de la fusée SLS, qui dérive toujours sur la même orbite que la capsule elle-même. Il y a des marques noires et blanches sur le 2e étage que Glover va utiliser comme cible pour aligner le cône de nez d'Orion et procéder comme s'ils allaient s'amarrer à un autre vaisseau spatial. Les deux ne se toucheront pas réellement, c'est simplement une façon de tester le système de contrôle, car lors des futures missions Artemis, la capsule Orion devra effectuer une véritable procédure d'amarrage avec un alunisseur séparé.
Si à un moment donné pendant cette phase de test, il y a une défaillance du système ou une inquiétude concernant la sécurité des astronautes, ils utiliseront alors ce point bas de l'orbite elliptique pour séparer la capsule du module de service et revenir sur Terre. Maintenant, en supposant que tout se passe bien, ils vont utiliser le point le plus haut de l'orbite pour allumer les moteurs du module de service et effectuer une poussée d'éjection translunaire. Cela va placer Orion sur une trajectoire de libre retour autour de la Lune, ce qui est une façon élégante de dire qu'ils vont laisser la gravité prendre le contrôle à partir de maintenant. Lorsqu'ils passeront derrière la face cachée de la Lune, sa gravité les ramènera vers la face visible. À ce moment-là, la gravité de la Terre prendra le relais et les ramènera chez eux. C'est un plan de vol très efficace et c'est en fait ce qui a sauvé les astronautes à bord d'Apollo 13 après qu'ils ont subi une explosion à bord du vaisseau spatial qui a endommagé leur réserve d'oxygène et coupé l'alimentation électrique de leur module de service. Sur cette trajectoire, Artemis II mettra encore 4 jours pour atteindre la Lune. Pendant ce temps, les astronautes réaliseront de nombreuses expériences, surtout sur eux-mêmes, pour surveiller les effets de l'espace lointain sur le corps humain. À l'époque d'Apollo, il n'y avait pas de dispositif informatique porté sur soi équipé de capteurs biométriques. Une nouvelle opportunité s'offre pour étudier la biologie spatiale, notamment les effets des radiations cosmiques, d'où les tests d'un abri d'urgence contre les radiations par les astronautes durant leur voyage. Le vaisseau spatial est déjà protégé contre le rayonnement de fond de l'espace, mais il y a toujours le risque d'être pris dans une éruption solaire ou une éjection de masse coronale, qui est un événement aléatoire lorsque le Soleil projette une grande partie de sa propre atmosphère radioactive dans l'espace. Maintenant, il est très peu probable que l'une de ces éruptions frappe le vaisseau spatial alors qu'il se trouve en dehors de l'atmosphère protectrice de la Terre, mais il y a tout de même un plan au cas où. L'équipage s'entraînera à entrer dans une zone de stockage sous le plancher de la capsule principale, entourée de sacs de nourriture et de provisions. L'idée, c'est que cela offrira une protection supplémentaire en cas d'événement solaire. Quand Artemis II atteindra la Lune au 6e jour, ils s'approcheront en suivant un arc très large et passeront au plus près au-dessus de la face cachée, à environ 10 000 km de la surface. C'est en fait beaucoup plus éloigné que toutes les missions Apollo. Elles étaient à un peu plus de 100 km seulement. La grande différence, c'est que nous verrons la Lune sous un angle bien plus large. L'équipage verra plus de surface lunaire que n'importe quelle autre personne auparavant. Et grâce à la technologie moderne, ils peuvent toujours zoomer avec des téléobjectifs et des capteurs haute résolution pour voir tous les détails de près également. Malheureusement, le temps qu'ils passeront près de la Lune ne durera que quelques heures. Athènes arrivée, ils poursuivront cette boucle et entameront le voyage de retour vers la Terre, qui prendra encore 4 jours. Il ne reste plus qu'une dernière étape, le moment le plus dangereux de toute la mission, la rentrée atmosphérique. Alors qu'Orion fonce vers la Terre, le système de propulsion effectuera un dernier ajustement pour placer le vaisseau sur un angle qui lui permettra d'entrer dans l'atmosphère terrestre. Ensuite, le module de service se séparera de la capsule et Integrity effectuera une rotation pour orienter son bouclier thermique vers la surface. Nous sommes désormais assez familiers avec les équipages qui rentrent dans l'atmosphère lors des missions de la navette spatiale ou dans les capsules Dragon de SpaceX, mais revenir de la Lune n'a rien à voir avec un retour depuis l'ISS. Artemis II voyagera beaucoup plus vite, à plus de 40 000 km/h, et la chaleur que leur capsule subira atteindra plus de 60 degrés Celsius. C'est pourquoi la NASA a effectué son premier test avec Artemis 1 sans aucune personne à bord. Nous avons déjà vu la capsule Orion survivre à cette rentrée une fois auparavant, et cela nous donne confiance que notre équipage sera en sécurité lorsqu'ils reviendront de la Lune. Le terme « sécurité » reste relatif pour les vols spatiaux habités. Tout ce qui implique des fusées et des voyages au-delà de l'atmosphère protectrice de la Terre sera intrinsèquement dangereux. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais si tout se passe comme prévu, la capsule Integrity amérira dans l'océan Pacifique à environ 50 000 nautiques au large de San Diego, en Californie. Une équipe conjointe de la marine américaine, de l'armée de l'air et de la NASA attendra là pour récupérer l'équipage et la capsule. Ce sera un moment historique non seulement pour la NASA, mais aussi pour le vol spatial habité à l'échelle mondiale. C'est un petit rappel de notre véritable capacité en tant qu'explorateur. Parce que, bien sûr, des personnes ont marché sur la surface de la Lune. Ils ont fait cela il y a longtemps. Artemis II n'a pas vocation à être cela. Il ne s'agit pas d'une course pour planter un nouveau drapeau. C'est le tout début d'un nouveau chapitre dans l'exploration humaine de l'espace.
Nous sommes donc à l'aube de quelque chose d'incroyable en ce moment. Mais tellement de choses nous attendent encore.